On est 2013, année internationale du quinoa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'année internationale. Pourquoi les Nations Unies ont choisi de mettre en valeur le quinoa cette année? Donc c'est sous l'impulsion du gouvernement de Bolivie, qui s'est associé à d'autres pays andins comme l'Argentine, le Pérou. Ensuite, il s'est associé à des pays d'Amérique centrale, le Venezuela et d'autres pays, pour traiter de la question de l'insécurité alimentaire et éradication de la pauvreté. Il s'est dit qu'en s'appuyant sur les connaissances des peuples andins, on pouvait mettre en avant une culture ancestrale. Le quinoa est cultivé depuis plus de 7000 ans autour du lac Titicaca. Et on pouvait mettre l'accent en 2013 sur cette culture et voir l'importance qu'elle pouvait revêtir pour l'humanité, en parlant largement, et je vais vous expliquer un peu tout ça ce matin. L'idée de l'année internationale, c'est pas simplement de parler de la plante et de sa valeur alimentaire, c'est aussi de parler des pratiques culturelles, comment on a une culture qui est pratiquée pratiquement sans apport d'intrants, donc une agroécologie avant l'heure dans les pays andins, et surtout de voir comment, du fait de sa valeur nutritionnelle, elle peut participer ailleurs dans le monde à mieux nourrir certaines populations qui ont des problèmes de malnutrition. Cette petite photo pour vous dire ce que c'est le quinoa. Déjà, le quinoa n'est pas une céréale, hein, c'est pas comme le blé, le maïs, etc. Même si on le consomme sous forme de grain, qu'on peut jeter dans le lot, le faire cuire comme du riz, tout le monde imagine que c'est une céréale, mais on peut dire que c'est une pseudo-céréale, donc elle a un fort contenu d'amidon, elle est consommée comme des céréales, mais elle est de la même famille que les épinards, les betteraves. Ce qui est intéressant lorsqu'on connaît les épinards, c'est qu'on consomme aussi les feuilles. Donc dans les pays andins, on consomme aussi les feuilles du quinoa. Les gens font des salades avec, peuvent faire des tisanes avec certaines portions de tiges, et c'est donc aussi intéressant de consommer d'autres parties de la plante. On peut utiliser le quinoa sous forme de fourrage, le donner aux animaux. On peut développer des transformations des parties vertes pour faire des ensilages et nourrir des animaux dans des zones arides en particulier. L'image que tout le monde a ici du quinoa, c'est qu'il est cultivé sur l'altiplano andin, entre 3500 et 4000 mètres d'altitude. C'est un peu les images qui arrivent avec les paquets qu'on a dans nos rayons de supermarché. Donc l'Indien de l'altiplano, le lama à côté, voilà, le volcan qui fume au fond et les grandes plaines de l'altiplano avec les champs de quinoa. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de quinoa, différentes régions et donc une grande diversité de variétés, une grande diversité génétique. Et il est important de réfléchir, de caractériser cette diversité et de voir comment on peut mieux la valoriser pour pouvoir la conserver. Le quinoa est principalement cultivé donc, dans les versants. Si on regarde la photo qui est en bas à gauche, la partie basse de l'altiplano, où on a les lamas qui sont en train de pâturer, correspondent aux zones où circulent les petits ruisseaux, les rivières. Et donc c'est là que se développe toute la flore herbacée. Donc ce sont les zones de pâturage par excellence. La partie intermédiaire avant les hauts sommets andins est la partie qui est cultivée. Si vous voyez la flèche rouge, donc toute cette partie correspond à la zone de pâturage, cette partie correspondrait à la zone de culture du quinoa, et là, ça correspondrait au tourisme de montagne. À partir du moment où on cultive le quinoa de façon traditionnelle sur les versants et non pas dans les plaines, la culture se fait manuellement. C'est pour ça qu'on voit le paysan avec une takisa, qui est l'instrument traditionnel pour mettre les semences dans le sol, et il ne va cultiver que de petites surfaces. Donc, les surfaces cultivées sont entourées souvent de cordons pierreux pour les protéger de la divagation des animaux. Et sachant qu'on est dans des parties de désert d'altitude, il ne pleut pas beaucoup. Dans le sud de l'altiplano, on a environ entre 150 et 200 mm de précipitations, entre le tiers et le quart de ce qui tombe à Montpellier, zone méditerranéenne. On a une densité de semis qui est très faible. C'est-à-dire qu'on va semer les grains de quinoa, une dizaine à chaque fois dans un poquet ensemble, et chaque poquet est éloigné à peu près d'1 mètre des autres. C'est-à-dire que si la pluviométrie est satisfaisante l'année de culture, il y a une récupération, il y a une possibilité de talage pour que les plantes occupent tout l'espace, toute la parcelle. Mais s'il y a une faible pluviométrie, la plante a tout l'espace autour d'elle pour coloniser donc, la partie sous-sol avec ses racines et récupérer le maximum d'eau du sol.
Lorsqu'on parle de l'altiplano, ce sont vraiment des régions de très forte pauvreté. Donc ce sont des petits paysans andins. Je ne donne pas cette photo pour avoir une vision larmoyante de ce que c'est, mais lorsqu'on va discuter du quinoa par la suite, c'est aussi en quoi notre travail du SIA participe au développement et comment maintenir des populations dans des zones extrêmes, difficiles au plan climatique, et comment le développement de la culture du quinoa a permis de fixer des populations. C'est-à-dire que dans la plupart des régions de l'altiplano, que ce soit au Pérou, Bolivie ou Chili, il y a très peu d'infrastructures. C'est-à-dire que le gouvernement ne va pas investir pour construire des écoles et n'a pas les moyens de disséminer sur toute cette surface de l'altiplano des hôpitaux ou toutes les infrastructures de base au niveau social. Et donc la plupart de ces régions connaissent un exode fort, et si les Nations Unies, au travers de la FAO, ont mis l'accent sur le quinoa, c'est d'essayer de voir sur les 20-30 dernières années comment le boom du quinoa a participé au développement local. La FAO, dans sa déclaration de l'année internationale, a mis l'accent sur 3 points. Le premier point, c'est le quinoa pour sa très forte, très haute valeur nutritionnelle. Et c'est comme ça que le quinoa est arrivé dans nos assiettes dans les années 70, dans l'hémisphère nord, puisque le quinoa était connu principalement des végétariens. Et donc la première vague d'importation de quinoa était dans les années 70, du fait de sa richesse en protéines, et surtout le fait qu'il ne contient pas seulement un fort pourcentage de protéines, mais il contient surtout tous les acides aminés essentiels. Un humain a besoin de consommer certaines protéines parce que le corps n'est pas capable de les produire. Donc il y a 20 acides aminés essentiels. On dit que le corps doit puiser dans son alimentation puisqu'il n'est pas en mesure lui-même de les produire. Le quinoa contient ces 20 acides aminés essentiels. Et c'est pour ça qu'on compare la richesse nutritionnelle au niveau richesse protéique du quinoa au lait maternel. Parce que non seulement on a 20 acides aminés essentiels, mais ils sont en bon équilibre entre eux. Donc on a des acides aminés qui sont très rares, mais du fait qu'il n'y a pas d'antagonisme entre eux, ils seront tous bien assimilés. À côté de cette richesse protéinique, il y a des oligo-éléments, des vitamines, et il ne contient pas de gluten. Donc cette vague des années 70-80 a aussi connu le développement du quinoa pour les personnes qui avaient des allergies au gluten. Et donc ça a été une niche de marché qui est encore très fortement reconnue aujourd'hui. Les années 80 ont surtout, 90, vu le développement du quinoa du fait de ses pratiques de culture. Le quinoa est adapté à des conditions écologiques très variées, et c'est ce que veut montrer la FAO pour l'année internationale du quinoa, dire comment maintenir des pratiques agroécologiques de culture qui sont saines, et donc comment produire une alimentation sûre et saine aujourd'hui. Et en s'appuyant sur le quinoa, c'est peut-être une possibilité parmi d'autres. Le quinoa donc, a une très forte biodiversité. On a différents types de quinoa, mais il peut pousser dans différents environnements. On peut le trouver depuis des déserts d'altitude jusqu'au niveau de la mer. Il est capable de pousser donc, dans des environnements très secs jusqu'à une très forte humidité tropicale. Il est capable de supporter des températures très basses. Dans l'altiplano sud, on a jusqu'à 200-250 jours de gel par an, la principale zone de production. Et il est capable de supporter sur le pourtour méditerranéen des pics de température à 38 degrés. Donc avant qu'il y ait une coulée des fleurs et une perte de la production. Et sa culture est possible non pas seulement au niveau de l'altiplano, à 4000 mètres d'altitude, mais aussi au niveau de la mer. Je vous montrerai des exemples après. Donc ça, c'est le deuxième point. Comment, du fait de l'année internationale, si on met l'accent sur le quinoa, comment il est possible de maintenir cette diversité de la culture et ne pas centrer notre regard simplement sur une région de production et se dire qu'à l'intérieur des 5 grands types de quinoa qu'on a, comment puiser dans cette diversité génétique pour étendre sa culture ailleurs dans le monde. Le troisième point qui est mis en avant dans la résolution de la FAO pour l'année internationale, c'est de dire que le développement des filières quinoa peut participer au développement local au sens large. Qu'il y a une partie de l'argent qui va être gagné par les paysans du fait de la vente sur le marché mondial qui peut être réinvesti localement. Donc ça ne se fait pas simplement, c'est évident, c'est jamais tout noir, tout blanc. Lorsqu'on développe une culture, il y a toujours des à côté du développement, c'est pas bien géré. Mais ce qu'on peut voir avec le fait que le quinoa est maintenant reconnu sous des filières équitables, qu'il y a une obligation d'avoir un cahier des charges de production,
une négociation dans l'utilisation des terres et le partage de l'eau, le maintien de pratiques communautaires de gestion de la fertilité, gestion collective des terres, et surtout l'idée que lorsqu'on a des revenus plus importants qui arrivent aux producteurs, il y a une partie qui vient directement à la coopérative et qui est réinvestie pour le développement local. Donc dans la construction d'infrastructures, d'écoles, d'hôpitaux, etc. Et ce que disent les producteurs, les organisations de producteurs de la principale région de production en Bolivie, c'est que dans les années 80, avec la vente de quinoa, une grande famille avait à peu près 100 € par mois avec le quinoa. Aujourd'hui, ils ont 500 €. Donc, ce qui a permis de fixer des populations dans des zones marginales de montagne, c'est le cas en Bolivie. Si on traverse la frontière côté chilien, où il n'y a pas eu d'insertion des organisations de producteurs dans ces filières à l'international, on a des villages fantômes. La plupart des paysans qui étaient dans les mêmes conditions de culture que la Bolivie sont partis en exode, sont venus s'agglutiner dans les banlieues des périphéries des capitales régionales, que ce soit Iquique ou Arica, les deux principales capitales régionales au nord du Chili, et sont vraiment dans des zones de grande pauvreté et d'insécurité dans le pourtour urbain. Si on revient au quinoa, le quinoa a été domestiqué il y a à peu près 7000 ans sur les pourtours du lac Titicaca. Donc le lac Titicaca, c'est un lac à 4000 mètres d'altitude qui est à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Et si je suis allé travailler là-bas, c'est parce qu'au CIRAD, je m'intéresse sur la conservation des plantes d'intérêt alimentaire dans leur centre d'origine, là où elles ont été domestiquées. Et une partie de ma démarche consiste à voir comment les plantes cultivées, donc l'image qui est en bas à gauche, comment les espèces cultivées continuent à se croiser avec les espèces sauvages. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le même genre botanique du quinoa, c'est qu'on a encore dans cette région au moins 8 ou 9 espèces sauvages apparentées qui peuvent continuer à se croiser avec les plantes dans les parcelles cultivées. Ce qui permet d'enrichir en permanence la diversité génétique et de s'adapter aux changements environnementaux. C'est-à-dire que si on a un nouveau parasite, il peut ne pas attaquer les parents sauvages, et l'introduction de gènes des parents sauvages dans la parcelle cultivée du fait de ces croisements naturels va au bénéfice du maintien et de la stabilité de la production. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'à partir d'une domestication de la plante autour du lac Titicaca, on a, du fait des migrations humaines, une circulation, et on a 5 grands types, ce qu'on appelle des écotypes, nous, dans notre jargon scientifique, qui correspondent à des types de quinoa qui poussent dans des écosystèmes, dans des environnements particuliers. Ce qui est le plus connu correspond au quinoa des salars. Donc on a tous entendu parler dernièrement du salar d'Uyuni et des possibilités d'extraction du sel dans ces plateaux andins. C'est la principale zone de production du quinoa. On a du quinoa qui est capable de résister à des concentrations de sel dans le sol. Et ces types de quinoa peuvent être intéressants du fait du changement climatique et de la dégradation des terres sur le pourtour méditerranéen ou dans les pays comme Inde, Pakistan, puisqu'on a des variétés qui résistent au sel. Donc lorsqu'on a une salinisation des terres en agriculture, on peut utiliser des variétés de quinoa pour remettre en culture des terres dégradées. Ce qui est ensuite plus connu, moins connu, c'est ce qui va pousser dans la partie centre et sud du Chili, des quinoas qui poussent au niveau de la mer, donc à 0 mètre d'altitude ou dans la précordillère entre 800 et 1000 mètres d'altitude. Donc on a des types très différents, et lorsqu'on voit ces 5 grands types répartis tout du nord au sud dans la chaîne de la cordillère des Andes, on a une diversité d'usages qui sont associés à ces différents types. Et si on arrive à maintenir, à intégrer le fait qu'on a une diversité du quinoa parce qu'on a une diversité d'agriculture, on commencera à maintenir cette biodiversité du quinoa. Le quinoa, du fait de sa circulation, du fait de sa consommation un peu partout dans le monde, a suscité des envies et commence à être cultivé un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a plus de 70 pays qui expérimentent ou cultivent de façon plus importante le quinoa. L'image en haut à gauche, c'est une image typique. Donc, on a un beau damier, un tableau, c'est une peinture avec les différents champs de quinoa, les différentes couleurs, avec les parcelles qui arrivent, qui se jettent dans le lac Titicaca. Donc, on est à 4000 mètres d'altitude. À côté de ça, on a un chercheur du Danemark, l'université de Copenhague, qui a travaillé avec des généticiens de Wageningen aux Pays-Bas pour développer des variétés améliorées pour les climats européens, en s'appuyant sur les variétés du centre et du sud du Chili qui poussaient au niveau de la mer.
On a un Américain, Jason Abbott, qui a développé un contrat direct avec des paysans d'une coopérative à côté d'Anjou pour cultiver le quinoa dans le Val-de-Loire. On a des expérimentations en Afrique. Dès les années 85, la FAO a expérimenté le quinoa en Afrique de l'Est, au Kenya, en Éthiopie. Aujourd'hui, on a des grands projets sur tout le pourtour méditerranéen, que ce soit Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Syrie, tout le nord aussi. Et on a ici, par exemple, une photo d'Amadou Koulibaly, un collègue de l'IPR de Katibougou au Mali, qui expérimente le quinoa sous différentes zones climatiques du Mali depuis 7-8 ans maintenant. Ce qui est important de rappeler quand je vous parlais de diversité génétique du quinoa, ce qu'on a dans la tête, c'est le quinoa qui pousse, qui arrive dans nos assiettes, et le quinoa qui vient de l'altiplano sud bolivien, derrière une appellation quinoa réal. La plupart des paquets de quinoa que vous achetez ici en France ont cette appellation qui est une marque commerciale. Et quinoa réal veut dire quinoa à gros grains blancs. Donc c'est quelque chose qui serait comme ça, vous avez vu, des gros grains blancs. Lorsqu'on regarde à l'intérieur de ce quinoa, lorsqu'on va sur le terrain, vous avez vu les photos que je vous ai montrées, on a une multitude de couleurs. Donc on a des gros grains blancs, on a des grains orange, on a des grains qui peuvent être rosés, on a des grains noirs, voilà, on a plein de plantes très différentes. On en a des rouges, voilà, et en mélange. Ce qui est important de voir, c'est que derrière une appellation quinoa réal, les paysans vendent les variétés traditionnelles qu'ils continuent de cultiver. Et du fait qu'il y a des pratiques communautaires et travail de groupe sur l'altiplano andin, il y a un gros mélange de semences. Même si les paysans maintiennent des couleurs et des types différents, la diversité génétique de quinoa réal n'est pas très étendue. Ici, c'est une analyse génétique. Si les points étaient tous écartés les uns des autres, on aurait une grande diversité génétique. Ce qu'on voit sur l'altiplano, on a des grains qui sont tous resserrés dans un même cercle, et donc on n'a pas une très grande diversité génétique naturellement du fait des pratiques d'échange de semences entre paysans. Si on va dans le centre et le sud du Chili, où on a très peu de surface cultivée en quinoa, un type très particulier, on s'aperçoit qu'il y a une diversité génétique nettement supérieure et une culture qui est en voie de disparition. Et c'est aussi pour ça que dans le cadre du CIRAD, je suis allé travailler plutôt au Chili qu'en Bolivie, pour essayer de maintenir cette diversité génétique. Et derrière, si vous voulez faire circuler, le quinoa qui pousse dans le centre du Chili, ce qu'on appelle une quinoa blanche, on a des beaucoup plus petits grains. Tout est comestible. Donc, pour rendre comestible le quinoa, on est obligé d'enlever la couche externe du grain, c'est-à-dire que toutes ces couleurs qu'on a dans le quinoa réal, pour avoir un gros grain blanc, on enlève la couche extérieure qui contient la couleur et qui contient surtout un savon naturel. Donc si on le mangeait, dans la bouche, on aurait plein de mousse qui sortirait par le nez. Voilà. Ce ne serait pas très agréable, mais voilà, on peut le faire. Hein. On peut le faire. Voilà. C'est-à-dire que les paysans mapuches du sud du Chili donnent les grains de quinoa à leurs poules pour des traitements digestifs. Donc manger un peu de savon de temps en temps, ça peut laver. Quand je parle de diversité génétique, c'est une diversité qui se voit au champ. C'est-à-dire que du nord au sud, on a des pores de plantes, des types de panicules très différents. Et c'est un peu comme dans tous les pays du monde. Quand une espèce est diversifiée, lorsqu'on a peu d'humidité, les grains sont tous rapprochés. Parce qu'à chaque type de quinoa, il y a des plats qui sont associés. Et lorsqu'on discute avec les paysans sur l'altiplano, s'ils maintiennent un type de variété, c'est qu'ils connaissent un usage. Et le fait qu'on regroupe tout derrière des gros grains blancs, on a en général la même recette sur tous les paquets de quinoa qui arrivent dans notre supermarché. À l'origine, les paysans ont différents types de quinoa. Il y en a certaines qui se tiennent mieux à la cuisson, qui vont permettre de préparer des soupes. Il y en a certaines qui se défont complètement, donc il vaut mieux les préparer en farine ou en bouillie. Il y en a d'autres qui sont croquantes, qu'on va préparer en salade. Il y en a qui sont très sucrées, on va préparer des jus avec, etc. Donc cette diversité de variétés, si on est capable de comprendre les usages, on peut aussi conserver à travers des usages différenciés et pas simplement tout orienter dans une exportation sur un type et voilà, jeter notre grain de quinoa dans la casserole et attendre 10 minutes pour le consommer. Ce qui est fait au sud du Chili, par exemple, ce que j'ai pu travailler dans le cadre de mon travail avec le CIRAD, avec des communautés, c'est essayer de voir, ne pas tout miser sur des filières d'exportation et voir comment on peut développer aussi d'autres formes de certification, d'auto-certification. Donc c'est une auto-évaluation de règles de production avec des paysans et des filières courtes de production.
L'idée n'étant pas de valoriser, d'avoir une valeur agrégée en vendant notre produit 10 000 km plus loin à des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat plus élevé, mais de vendre sur place en faisant reconnaître des pratiques de production, pratiques agroécologiques, reconnaissance ethnique des communautés indiennes mapuche, et donc des relations directes entre des grands chefs restaurateurs, puisque au Chili, on est dans une zone de tourisme à l'international, et permettre à des grands chefs de restaurants d'aller dans les jardins des femmes mapuche, en s'appuyant sur le quinoa comme levier. Le grand chef des restaurants partait non pas seulement avec du quinoa dans son panier pour cuisiner dans son restaurant, mais avec l'ensemble des plantes maraîchères et aromatiques qui étaient cultivées en association avec le quinoa. Et ce qui est intéressant. Donc le quinoa peut servir de levier pour faire reconnaître certaines pratiques qui sont intéressantes pour une alimentation saine et diversifiée. Ce que je vous disais, c'est que le grain est protégé par de la saponine. Cette saponine est aussi présente dans les feuilles, mais elle est présente en moins grande quantité. C'est pour ça qu'on peut faire des salades à base de feuilles de quinoa, puisqu'elles ne seront pas toxiques si on veut les manger. Je vais maintenant vous montrer juste quelques images pour balayer un peu, que vous vous rendiez compte des différents paysages où on cultive le quinoa. Ici, on serait dans le sud du Chili, dans un jardin d'une femme mapuche, d'une indienne mapuche, et on peut avoir des plants de quinoa qui peuvent monter jusqu'à 2-3 mètres de hauteur. Donc des couleurs qui peuvent être marron, orange, jaune, violette, donc des couleurs très différentes. Et si le quinoa a été maintenu dans les jardins des femmes mapuche, c'était non pas uniquement pour des vertus alimentaires, pour la valeur nutritionnelle du quinoa, mais aussi pour des valeurs rituelles. C'est-à-dire que le quinoa, dans les communautés traditionnelles mapuche, la femme et la machi est celle qui anime toutes les cérémonies culturelles. Et donc la machi, donc la femme mapuche, préparait des boissons traditionnelles fermentées à base de grains de quinoa, qui a permis de maintenir certains types entre communautés différentes. De la même façon, il y a une connaissance de médecine traditionnelle dans les communautés indiennes, et suivant les différentes parties du quinoa, on pouvait les utiliser aussi bien en prophylaxie animale qu'en médecine humaine traditionnelle. D'un point de vue traditionnel, je vous disais que c'est semé à la main, c'est souvent battu à la main pour récupérer les grains, et le vannage se fait dans la cour du village. À l'opposé, le quinoa est aussi produit aux États-Unis, et on voit que ce n'est pas tout à fait la même façon de le produire, avec des tracteurs et moissonneuses-batteuses pour récolter. Pour terminer, je vais vous montrer 3 photos pour vous montrer par rapport au type de quinoa dont on parlait en introduction. Quinoa des vallées, là on se trouve dans les vallées interandines aux environs 2500 mètres d'altitude dans les vallées autour de Cusco. Donc on a des types de quinoa qui poussent avec une pluviométrie importante, donc des précipitations qui sont autour de 800-900 mm à l'année. On est plutôt dans un environnement comme celui de Paris en termes de précipitations. On a une forte humidité dans l'air, et ce qui permet d'avoir un système de culture diversifié. On a beaucoup entendu dans la presse ces derniers mois le fait de dire que si le quinoa se développe de plus en plus, ça va aller vers une monoculture comme les soja OGM en Argentine, au Brésil, etc. Et on crie au démon. Ici, le quinoa est cultivé en association de culture. On a suffisamment de précipitations pour le cultiver avec du maïs, des pommes de terre, des fèves, des lupins, du blé, de l'orge. Et il continue d'être cultivé comme ça jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est intégré dans le régime alimentaire des gens. Et les gens, s'ils continuent de le produire, c'est parce qu'ils le mangent jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que contrairement à pas mal de régions du monde, des pays industrialisés, l'agriculture ne sert pas forcément à nourrir les producteurs. Le producteur, le paysan, va acheter au supermarché comme n'importe qui. Dans ces régions des pays du Sud, ce qu'on cultive, c'est avant tout pour le consommer, et c'est l'excédent qui est vendu sur le marché. Donc c'est un autre rapport aussi à l'alimentation. Et aussi un respect de ce qu'il y a dans l'assiette, puisqu'on est le premier consommateur de ce qu'on produit. Sur l'altiplano sud, donc ça c'est la principale région de production de quinoa, un des problèmes qui est né du développement de la culture et de son intensification, c'est une concurrence entre les terres. Puisque les premières photos que je vous ai montrées, les parties planes étaient des zones de pâturage de lamas et d'alpagas. Et pour pouvoir intensifier la culture, donc les surfaces ont été multipliées par 5 ou 6 dans les années 90. Les paysans sont descendus des versants pour cultiver les parties planes et pouvoir labourer et faire leur semis avec un tracteur qui est partagé en termes d'investissement au niveau de la communauté. Ce qui est mis en avant par certains scientifiques est de dire que
les rendements ont chuté du fait d'une baisse de la fertilité des terres et une baisse de la période de jachère. Ce que j'ai pu remarquer de mon côté, c'est que c'est surtout que les techniques sont beaucoup moins bien maîtrisées, c'est-à-dire que les paysans ne sont pas habitués à se servir d'un tracteur et d'un semoir et qu'il y a énormément d'échecs au semis. D'échecs parce qu'il y a une non-maîtrise du tracteur et deuxièmement parce que les variétés qui sont cultivées, même si elles sont peu sensibles au gel, comme je le disais en introduction, on peut cultiver le quinoa sur les versants dans des zones où il va geler 200 jours par an. Je ne sais pas si vous le savez, l'air chaud monte et donc les masses d'air froide restent au fond des vallées. Et donc la sensibilité au gel du quinoa est beaucoup plus importante lorsqu'on va cultiver le quinoa dans les vallées, sur les parties plates. Et donc les échecs de culture sont liés à différentes choses et pas forcément uniquement à la fertilité des terres, comme vous pourrez le mettre en avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de recul ou d'études scientifiques fiables pour justifier de mettre ça uniquement sur une baisse de fertilité des terres. Sachant que les paysans continuent à faire des rotations, sachant qu'on a l'altiplano correspondrait à un grand bassin. Comme il pleut très peu, ce qui tombe sur une année n'est pas suffisant en termes d'alimentation en eau pour produire du quinoa sur un cycle. En général, il y a une rotation sur 2 ans et le principe de l'altiplano, c'est qu'on a une cordillère occidentale, une cordillère orientale et toute la pluie qui tombe sur l'altiplano n'est pas évacuée vers la mer et donc reste bloquée sur l'altiplano. Et c'est pour ça qu'on a des lacs d'altitude. Les paysans le savent très bien et donc il y a une accumulation de l'eau dans le sol et qui reste et qui ne s'évapore pas toute si on est capable de semer le quinoa très tôt pour qu'il profite de l'enracinement sur la pluie de l'année précédente et par contre il va développer son inflorescence pendant les précipitations. Le quinoa de la côte est le troisième exemple bien différencié, c'est ce qu'on a au centre et au sud du Chili et c'est le type de quinoa qui peut être cultivé en Europe. Donc on a un quinoa qui est principalement cultivé dans les estuaires des rivières, donc des zones aussi où là on a des variétés qui résistent à des concentrations de sel importantes, qui peuvent supporter des gelées, puisqu'on peut le cultiver aussi dans la précordillère jusqu'à 800-1000 mètres. Et dans le sud du Chili, c'est vraiment une culture de jardin, puisque les femmes cultivent de très petites surfaces, mais peuvent maintenir 4 ou 5 variétés dans leur jardin. Voilà, c'était une diapositive pour terminer, dire que c'est derrière un peu tous ces avantages sur le quinoa que la FAO a voulu mettre l'accent en 2013 pour déclarer 2013 Année internationale du quinoa. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus pour le CIRAD, on a sorti un petit document de 4 pages qui est disponible sur les tables. Donc si certains sont intéressés, vous l'avez à côté. Donc si vous avez des questions, je suis